Depuis la Seconde Guerre mondiale, des journaux ont signalé l'observation d'étranges sphères de petite dimension, qui traversent le ciel, parfois même par grands groupes. Ils sont capables de s'arrêter, de changer de direction et d'accélérer à très grande vitesse. Ces phénomènes ont été enregistrés dans de nombreuses régions du monde, mais depuis 2000, le plus grand nombre d'observations a été enregistré au Mexique. Très crédibles sont également les observations qui se produisent en présence des autorités gouvernementales, comme dans le cas de l'observation de Jalapa au Mexique, a eu lieu en 2005, lors d'une cérémonie publique, dans laquelle le gouverneur de la province a assisté à la livraison de nouvelles voitures de police. Une formation d'objets volants non identifiés a été aperçue dans le ciel, qui a été reprise par les opérateurs de télévision locales eux-mêmes. Aquí te voy a mostrar una flotilla. Ces images montrent une flottille enregistrée à Mexico. Nous pouvons observer plus d'une centaine de ces objets, qui se déplacent dans le ciel à une vitesse estimée entre 300 et 500 km/h. Nous pensons que ces sphères ne sont pas des véhicules terrestres, car elles créent des formes géométriques, restent dans le ciel ou se déplacent ensemble en même temps. Nous ne connaissons pas ces technologies sur la Terre, et croyons donc qu'elles n'appartiennent pas à ce monde, et qu'elles témoignent d'une présence extraterrestre sur notre planète. Ajena a nuestro planeta. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No, son 24, 26. ¿Yo cuánto 20? Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les pilotes des avions des parties adverses ont souvent indiqué dans leurs rapports qu'ils avaient été rejoints, au cours des missions, par des sphères mystérieuses, capables de réaliser des manœuvres impossibles pour leurs avions. Malgré de nombreuses tentatives, pour les distancer et échapper à leur poursuite, ils ne le purent pas. Souvent, les sphères anticipaient presque les manœuvres des pilotes les plus expérimentés. Cette présence a affecté tout le scénario de la guerre, de l'Europe à l'Extrême-Orient, et tous ont vite compris qu'ils n'étaient pas des armes secrètes, construites par l'ennemi. Ils ont reçu le nom de faux fictés. Leur apparence était constituée de sphères d'éclats irisés allant du rouge à l'orange, en passant par le jaune, le blanc et le vert. Lorsque ces véhicules mystérieux sont apparus, les instruments à bord de l'avion ont montré des dysfonctionnements. Lorsque la technologie radar est devenue opérationnelle, on s'est rendu compte que très souvent, ces sphères n'étaient pas détectées. Les commissions mises en place, par les Alliés et les Allemands, pour enquêter sur le phénomène, n'ont abouti à aucun résultat sérieux. Après un premier moment de bouleversement et de crainte compréhensible, que ce soit là des armes secrètes de l'ennemi, les pilotes et leur commandement se sont habitués à cette présence, la considérant comme inoffensive. Selon les témoignages des pilotes, de nombreuses vidéos de ces sphères volantes ont été réalisées, mais elles ont été conservées jusqu'à aujourd'hui dans les archives militaires secrètes. C'est dans les années 50 qu'il commence à comparer les films réalisés par des témoins occasionnels, qui montrent ces objets à la fois seuls et en groupe. Et ce que nous voyons dans les images est conforme aux témoignages des pilotes militaires. Dans cette vidéo, nous voyons que l'opérateur encadre une sphère immobile dans le ciel et un avion volant à proximité. Cette vidéo a été réalisée en janvier 1976 sur le comté anglais du Wiltshire. Au cours d'un vol expérimental du Concorde, les opérateurs étaient présents dans un autre avion de British Airways. Les manœuvres effectuées par la sphère blanche sont l'exemple exact de ce que les pilotes ont déclaré lors de la Seconde Guerre mondiale. L'objet vole sur le côté du Concorde, court devant les fenêtres, puis éclabousse soudainement à très grande vitesse. Un premier témoignage extraordinaire vient de l'astronaute américain James McDivitt, qui, en vol avec le Gemini 4, en juin 1965, a pu réaliser le film d'une sphère qui s'était approchée de son vaisseau spatial. J'ai regardé à travers le hublot et là-bas, dans le ciel noir, il y avait un objet blanc.
C'était en forme de sphère, et il a effectué des mouvements avec des angles de 40 degrés. Au cours de la mission STS-37, en avril 1991, un objet, presque identique à celui de la précédente, a été filmé. Dans ce cas, il ne disparaît pas immédiatement, mais il reste suspendu devant la caméra, pour un temps suffisant pour apprécier mieux les caractéristiques. Dans le grossissement, nous pouvons observer la légère fluctuation de l'objet, alors qu'il est repris avec la caméra. Dans cette reprise extraordinaire, nous nous trouvons à l'intérieur du centre de contrôle des vols spatiaux de Moscou. Sur l'écran géant, où sont projetées des images de l'espace, vous pouvez voir la station orbitale russe. À un moment donné, l'opérateur, qui se trouve dans le centre de contrôle, pointe la caméra vers le grand écran pour cadrer une scène presque incroyable. Nous voyons en effet une sphère lumineuse et pulsante, allant de droite vers le bas, aller obliquement à côté de la station orbitale, et immédiatement après, une autre qui descend verticalement, à droite de l'écran. Par conséquent, à partir de la droite, en bas et en haut, apparaissent deux autres sphères qui traversent lentement le champ de vision. Les images sont choquantes. Pendant les manœuvres d'accostage et de détachement entre la navette et le Mir, vous pouvez voir de nombreux objets qui palpitent, tournant autour des navires terrestres. Les manœuvres que beaucoup de ces objets effectuent suggèrent qu'elles sont équipées d'une propulsion autonome et qu'elles ne peuvent pas être des satellites artificiels, des météores, des débris spatiaux, des fragments de glace ou autres. Du bas, une nouvelle sphère lumineuse et pulsante, qui vient d'entrer dans le champ, change la direction de sa trajectoire, augmentant également la vitesse. Immédiatement après, cette sphère est suivie par une sphère plus petite, puis par une seconde qui émerge sous la station orbitale.